Howdy folks! Le 14 octobre 2020, le New York Post publie un article révélant que de nouveaux documents leakés indiqueraient que le fils de Joe Biden aurait présenté son père, alors vice-président des États-Unis, à de hauts dirigeants du géant de l'énergie ukrainien Burisma. Cette histoire aurait pu rester anecdotique. Après tout, Joe Biden était le vice-président des États-Unis à l'époque. Rien de choquant à ce qu'il rencontre les hauts placés de l'industrie ukrainienne, surtout sur fond de conflit avec la Russie en Crimée en 2014. Le problème, c'est qu'un an plus tard, Joe Biden, toujours vice-président, se vante d'avoir fait virer le prosécuteur ukrainien qui enquêtait sur les pratiques de Burisma. Regardez, c'était sur un panel en 2015. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here, and I think it was, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. Joe Biden se vante à l'époque d'avoir fait virer le prosécuteur qui enquêtait sur le géant de l'énergie Burisma, dont son fils fait partie du conseil d'administration. Pire encore, il dit lui-même dans cet extrait, il a menacé de supprimer une aide du gouvernement américain à l'attention de l'Ukraine pour obtenir cette faveur. Le renvoi du prosécuteur qui enquêtait sur Burisma a grandement bénéficié les géants de l'énergie. Ça, tout le monde l'a remarqué. En réponse aux accusations selon lesquelles Joe Biden aurait favorisé son fils, Biden nie avoir utilisé son pouvoir de vice-président pour soutenir l'entreprise étrangère dans laquelle son fils avait des intérêts. Il l'a rappelé plusieurs fois, notamment dans cet extrait vidéo. My son did nothing wrong. I did nothing wrong. I carried out the policy of the United States government in rooting out corruption in Ukraine. De son côté, Hunter Biden, le fils et principal intéressé, nie avoir discuté de la question ukrainienne avec son père. Did you and your father ever discuss Ukraine? No. Jusque-là, la version officielle du camp Biden tient la route. Joe n'a jamais rencontré les gens de Burisma, et tout ce qui l'intéressait c'était de nettoyer la corruption en Ukraine avant que l'argent de l'Amérique n'y soit envoyé. En parallèle de ça, son fils était au conseil d'administration pour travailler sur les questions de droit, mais n'a aucunement utilisé les pouvoirs de son vice-président de père pour aider l'entreprise. Très bien, après tout ça tient la route, en tout cas jusqu'au 14 octobre. Ce que l'article du New York Post nous révèle le 14 octobre 2020, c'est que Joe Biden aurait bel et bien rencontré en personne les hauts dirigeants de Burisma un an avant tous ces événements, connectant ainsi tous les points de l'histoire. Selon le New York Post, Hunter Biden aurait été embauché par Burisma afin de connecter les géants ukrainiens à la Maison Blanche. L'administration Obama a ensuite menacé de supprimer une aide en direction de l'Ukraine si le prosécuteur qui a enquêté sur Burisma n'était pas renvoyé. Burisma a bénéficié de cette faveur, Hunter Biden a touché un chèque malgré qu'il siège au conseil d'administration de Burisma sans aucune compétence particulière en énergie. Nous allons revenir sur cette histoire d'abus de pouvoir et de corruption en fin de vidéo, parce que je sais que vous êtes des petits curieux de la politique. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur un aspect de l'affaire qui m'inquiète davantage. Quelques instants seulement après avoir publié cet article, le New York Post a été suspendu de Twitter. L'Oiseau Bleu a également empêché la diffusion du lien de l'article. Si un utilisateur essayait de publier un tweet contenant le lien, Twitter empêchait la publication, invoquant que le lien menait vers un contenu potentiellement dangereux. Dangereux ? Oui, mais uniquement pour la famille Biden, en train une nouvelle fois d'essayer d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir américain et dont sa corruption soupçonnée est encore une fois mise sous le feu des projecteurs. Facebook, de son côté, n'a pas purement et simplement bloqué le lien, mais a indiqué limiter sa diffusion, notamment en ne remontant pas les posts contenant le lien sur les murs des utilisateurs. Ce processus de censure est d'habitude réservé aux théories du complot, qui après examen d'un comité de fact-checkers sont retirés des réseaux sociaux. Cette fois-ci, les fact-checkers n'ont pas eu le temps d'analyser la véracité de l'article du New York Post, que le lien était déjà censuré. Le New York Post d'ailleurs est loin d'être une source peu fiable. Le journal existe depuis 1801 lorsqu'il a été fondé par Alexander Hamilton lui-même, et se décrit comme le journal américain le plus ancien encore en activité. Voilà 200 ans que le New York Post publie des dossiers certes centrés à droite, bien que ne s'en étant jamais caché. On est donc loin du blog russe traduit avec Google Translate, à qui sont réservés ce genre de traitement par la team fact-check de Twitter. Les réseaux sociaux ont-ils le droit de supprimer, contrôler et limiter la diffusion de contenu sur la plateforme ? Nous allons nous intéresser à l'aspect légal de cette question et surtout explorer la section 230, le fameux texte de loi qui est au cœur de tout ça. Rentrons donc maintenant dans le vif du sujet après cette longue mais nécessaire introduction de remise en contexte. Vous êtes sur The American Dream et regardez Trigger Warning, l'émission d'opinion de la chaîne. Retour dans les années 90, l'enfance d'Internet. À l'époque, pas de Facebook ou de Twitter, mais deux forums qui vont nous intéresser aujourd'hui. CompuServe et Prodigy. Ces deux plateformes avaient des approches différentes pour contrôler le contenu de leur espace virtuel. CompuServe ne modérait rien du tout. Chacun était libre de poster ce qu'il voulait. Ce faisant, CompuServe se dégageait de toute responsabilité. Selon eux, ils étaient une plateforme de distribution et pas un éditeur. En ne filtrant rien, ils ne proposaient que d'être le réseau. Pensez à France Télécom. Si le prochain djihadiste en France planifie son attentat au téléphone avec ses potes salafistes, France Télécom n'est pas complice en ayant mis à disposition le réseau de téléphone. De son côté, Prodigy proposait une autre approche. L'entreprise avait engagé une équipe de modérateurs pour filtrer le contenu haineux, les images inappropriées, les insultes, ce genre de choses. Certes, ce qui était posté tombait sur le droit de la libre expression défendu par le premier amendement, mais Prodigy choisissait l'approche du « nous nous réservons le droit de refuser le service à quiconque, notre plateforme est notre propriété, et tout comme j'ai le droit de ne pas servir un client dans mon bar, j'ai le droit de bannir sur ma plateforme ».
Deux approches pour gérer le contenu sur leur plateforme donc, et bien entendu, comme souvent aux États-Unis, nous avons eu droit à deux procès qui vont forcer le Congrès à légiférer. CompuServe, qui ne filtrait pas son contenu, est attaqué en justice en 1991 parce qu'un des membres du forum a posté du contenu diffamatoire. Pour le plaignant, CompuServe est responsable parce qu'il distribue le contenu en question. À l'issue du procès, la Cour de justice de New York détermine que CompuServe est un distributeur de contenu, au même titre que France Télécom dans mon exemple, et n'étant pas éditeur du contenu de son forum, n'est pas responsable des posts diffamatoires qu'il peut contenir. 3 ans plus tard, Prodigy, qui avait eux une équipe de modérateurs, est attaqué en justice parce qu'un des membres du forum a posté du contenu diffamatoire. Cette fois encore, pour le plaignant, Prodigy est responsable parce qu'il est non seulement distributeur du contenu diffamatoire, mais ayant une équipe de modérateurs, il endosse également le rôle d'éditeur, filtrant, supprimant et éditant le contenu disponible sur sa plateforme. Le verdict de la Cour de justice dans cette affaire est le suivant. Prodigy, ayant choisi de modérer sa plateforme, est responsable comme tout éditeur du contenu qui est posté. En voulant modérer sa plateforme, Prodigy s'est donc exposé à davantage de responsabilités que CompuServe, qui eux ont choisi de ne rien filtrer. Pour revenir sur mon exemple de France Télécom, c'est comme si France Télécom décidait d'écouter toutes les conversations téléphoniques et avait choisi de ne pas dénoncer les terroristes qui planifiaient leur attaque en utilisant leur réseau. Ces deux procès fournissent un cadre juridique clair. Si une plateforme filtre le contenu, alors ils s'octroient les droits d'éditeur et sont donc responsables de tout le contenu posté. Les forums ont donc un intérêt à suivre la ligne de CompuServe et à ne rien filtrer du tout, pour ne pas s'exposer à un procès. Cette conclusion inquiète les législateurs du Congrès. Pour eux, les forums doivent filtrer leur contenu pour éviter qu'Internet se transforme en Far West où les plateformes de discussion seraient une surenchère au contenu le plus choquant, couvert par l'anonymat de ses membres. À l'époque, ce qui inquiétait les gens du Congrès, c'était le contenu pornographique, violent et ou ouvertement diffamatoire, et je pense qu'ils étaient loin de se douter que leur loi allait être utilisée pour justifier une censure politique. En 1996, le Congrès passe le Communication Decency Act, lui-même faisant partie du projet de loi massif de 106 pages du Telecommunication Act. À la section 230 se trouve le texte qui nous intéresse aujourd'hui. En première partie du texte, le Congrès reconnaît le rapide développement d'Internet, son potentiel pour le développement culturel et l'importance que prend les réseaux dans la vie des Américains. En deuxième partie, le Congrès justifie sa décision de passer la section 230 pour promouvoir le développement d'Internet, tout en assurant limiter la diffusion d'obscénités, le stalking et le harcèlement numérique. Enfin, le texte rentre dans le cœur du sujet et indique que ni les plateformes ni les utilisateurs du service ne peuvent être traités comme éditeurs ou auteurs de ce qui a été posté. Cela signifie que seul celui qui a posté le contenu est responsable de ce qui a été posté. Pas la plateforme, donc pas Twitter et Facebook, ni les autres utilisateurs non plus. Ensuite, la section 230 nous dit que les plateformes peuvent restreindre l'accès au contenu obscène, sale, excessivement violent, harcelant ou autrement répréhensible, que ce matériel soit ou non protégé par la Constitution, à condition que cette action soit prise de bonne foi. Dans ce texte, le Congrès donne le droit à Prodigy de modérer le contenu de sa plateforme, sans pour autant devenir éditeur et donc être responsable de tout le contenu posté. Dans le reste de la section 230, on retrouve une obligation pour les plateformes de respecter la loi fédérale et également une définition des termes comme services informatiques et Internet. D'ailleurs, j'aime beaucoup leur définition d'Internet. Le terme Internet désigne le réseau informatique international des réseaux de données à commutation de paquets interopérables fédéraux et non fédéraux. C'est beau et précis, on adore. Ok, résumons un peu à ce stade de la vidéo. La section 230, passée en 1996, déclare que les plateformes sociales sont des réseaux et non des éditeurs. Ils ne sont donc pas responsables du contenu posté, mais ont tout de même le droit de modérer en filtrant le contenu qu'ils considèrent de bonne foi comme contenu discutable. La section 230 fournit à la fois un bouclier et une épée pour la plateforme en ligne. Un bouclier juridique contre ce qui a été posté sur la plateforme, et une épée qui leur permet de modérer tout le contenu qu'ils souhaitent, même s'il est protégé par le premier amendement. Selon moi, Josh Holloway est celui qui a le mieux défini ce qu'était la section 230, en disant qu'elle était une entente de faveur entre Big Tech et Big Government. Fast forward en 2020. Twitter et Facebook sont les réseaux sociaux dominants en Occident. Ces deux entreprises contribuent très largement aux campagnes démocrates et utilisent allègrement leur pouvoir garanti par la section 230 pour limiter la diffusion de contenu dommageant pour les candidats démocrates. À l'heure où j'écris cette vidéo, il est de nouveau possible de partager le lien du New York Post sur Twitter, et le 4e plus gros journal américain est lui toujours interdit de poster sur la plateforme. Il n'y a aucun doute sur le fait que Big Tech utilise son immense pouvoir pour favoriser la campagne de Joe Biden. De nombreux ingénieurs ont dénoncé en caméra cachée ces techniques de shadow ban et de limitation du contenu conservateur sur les plateformes. Elizabeth Warren is saying that we should break up Google. And like, I love her, but she is very misguided. Like, that will not make it better, it'll make it worse, because now all these smaller companies who don't have the same resources that we do will be charged with preventing the next Trump situation. Big Tech se cache derrière le bouclier juridique de la section 230, tout en utilisant son épée pour filtrer le contenu qui ne va pas dans son sens. En réponse à tout ça depuis 2016, plusieurs propositions pour redéfinir la section 230 ont vu le jour. En décembre 2018, les républicains ont proposé de passer le Biased Algorithm Deterrence Act, qui vise à retirer les protections de la section 230 aux plateformes qui utiliseraient un algorithme pour filtrer le contenu proposé à l'utilisateur. Pensez à l'algorithme qui décide ce que vous voyez sur votre mur par exemple. Cette proposition de loi n'a jamais été présentée au Congrès.
En juin 2019, un sénateur républicain proposait une nouvelle loi que je trouve très technique, visant à retirer les protections de la section 230 aux plateformes ayant plus de 30 millions d'utilisateurs actifs ou faisant plus de 500 millions de chiffres d'affaires par an. Le but de cette limite était de dire que si vous avez les moyens de faire de la modération de qualité, alors vous devriez être responsable du contenu. Ce projet de loi prévoyait une inspection par la Commission fédérale du commerce pour s'assurer que les plateformes ne modéraient pas une opinion politique plus qu'une autre. Bref, une solution qui sonne bien big government à mes oreilles. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Faut-il revenir sur la section 230? Faut-il définir au niveau fédéral ce qu'est un contenu discutable? Big Tech est-il allé trop loin en censurant le lien du New York Post? Ou bien tout comme un restaurant qui refuse de servir quelqu'un, les plateformes n'ont aucune obligation d'ouvrir leur réseau à tout le monde? J'ai laissé en premier commentaire mon avis sur la question, n'hésitez pas à me donner le vôtre également. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces questions-là vont avoir un impact important sur l'élection américaine de 2020. En parlant de ça, sachez que nous serons en live à partir de 21h heure française pour suivre la nuit électorale en direct. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien en description, likez le live et cliquez sur définir un rappel pour être notifié le jour J. Bon, j'ai dit que j'allais revenir sur cette affaire de corruption en fin de vidéo. Le contenu rapporté par le New York Post a été retrouvé sur un ordinateur portable qui aurait appartenu à Hunter Biden et qui aurait été abandonné chez un informaticien en charge de le réparer. Hunter Biden aurait demandé à faire réparer son laptop mais ne serait jamais venu le récupérer. Sur le disque dur, le réparateur aurait retrouvé du contenu illégal, notamment de la pédopornographie, et aurait transmis l'ordinateur aux autorités. Le contenu de l'ordinateur est ensuite tombé entre les mains de Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump qui communique maintenant à quelques semaines de l'élection le contenu préjudiciable du disque dur. Sur l'ordinateur, on retrouve des photos de Hunter Biden en train de fumer du crack et ayant des rapports sexuels avec des prostituées. On retrouve également les fameux emails impliquant Joe Biden dans les affaires de son fils, à la fois en Ukraine mais aussi en Chine. Beaucoup de commentateurs de gauche dénoncent la diffusion des photos privées d'Hunter Biden, notamment celles où il fume du crack. Je ne pense pas que le New York Post ait fait ça par hasard. S'il n'avait publié que les emails, le camp Biden aurait pu facilement nier leur véracité. En publiant les photos, il est maintenant difficile de crier au fake. D'ailleurs, Joe Biden n'a jamais dit que l'ordinateur n'était pas celui de son fils, ce qui semble corroborer l'idée que tout ce qu'on y trouve dessus appartient bel et bien à Hunter Biden. En plus de ça, certains destinataires des emails leakés ont confirmé l'authenticité des échanges. Bref, l'enquête continue, mais ça sent pas très bon pour Joe Biden qui s'est encore une fois réfugié dans son sous-sol en attendant l'élection afin d'éviter de répondre aux questions des journalistes. Merci d'avoir suivi la vidéo. Laissez-moi en commentaire votre avis sur cette censure des réseaux sociaux et votre avis sur la section 230 et ce qui doit être fait ou non pour régler le problème. Comme promis, j'ai laissé mon avis dans le premier commentaire, donc on peut en discuter. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de partager autour de vous. Ma dernière vidéo sur le débat présidentiel a doublé la taille de la chaîne, donc bienvenue à tous les nouveaux, et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous à la chaîne et au live du 3 novembre pour ne pas rater la suite. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.